Bonsoir à vous, merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV dans On se dit tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir en direct pour cet épisode autour des émotions et du travail. Alors justement, en milieu professionnel, est-ce que nos émotions ont leur place? On va poser la question sans plus tarder à la spécialiste qui est avec nous, les coachs. Elle s'appelle Mona Skrli. Bonsoir Mona, comment ça va? Bonsoir Yasmine, comment ça va? Bien, très bien, merci. Très heureuse de vous recevoir ce soir pour parler de ce sujet justement. On pense souvent qu'en milieu professionnel, nos émotions n'ont pas de place. Vous, en tant qu'expert, vous en pensez quoi? Écoutez, merci déjà Yasmine de m'avoir invitée pour parler de ce thème-là, qui est de plus en plus cher aux entreprises. Comme en fait j'accompagne les managers par rapport à leur gestion d'équipe, leur gestion de projet, leur gestion d'objectifs, et on se rend compte que jusqu'à présent, beaucoup d'entreprises avaient décidé à un moment d'être très cartésiennes, c'est-à-dire avec une formule qui est « je pense donc je suis », comme disait Descartes. Or, il semble aujourd'hui que quand on arrive à mettre de l'intelligence dans nos émotions, je ressens, donc je suis, est quelque chose qui aide énormément un manager à mieux gérer ses projets, mieux gérer les gens, et les gens, c'est mieux que l'argent. Absolument. Donc en fait, en quelque sorte, nos émotions ou les émotions étaient bannies du milieu professionnel parce qu'elles étaient mal domptées, mal comprises, mal exploitées aussi, c'est-à-dire peut-être. Souvent, les émotions, en fait, elles sont tabous. Oui. Oui, tout à fait. Elles sont souvent tues parce que peut-être que souvent on a considéré que c'était un signe de faiblesse. Donc c'était tabou de parler de nos émotions. Or, il semble aujourd'hui que de plus en plus, quand on est amené à gérer la diversité, quand on est amené à gérer des équipes pluriculturelles, quand on est amené aussi à gérer, c'est-à-dire des objectifs, du temps qui manque, des contraintes de l'environnement, une pandémie. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un manager et en général, nous sommes amenés à gérer nos émotions. On a parfois même du mal à gérer nos émotions. Et le souci, c'est qu'au niveau professionnel, ça peut être à l'origine d'un manque de dialogue, un manque de communication. Et parfois, ce malaise qu'on a avec nos propres émotions, eh ben justement, ça peut même nous empêcher à avoir donc des relations cordiales de qualité au niveau professionnel, et parfois même on a même du mal, c'est-à-dire à construire un réseau. On a du mal aussi à demander à une équipe de faire des choses, vous voyez. Et tout cela, qu'est-ce que ça cache? Ça cache que parfois il y a des personnes qui ont justement une sorte de constipation émotionnelle, et donc ça ne facilite pas le travail, ça ne facilite pas la gestion du stress. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle, et c'est pour ça que de plus en plus d'entreprises de pointe font appel justement à Coach to Win pour la prise en charge justement d'ateliers axés sur l'intelligence émotionnelle. Ok, alors Mouna, je vais vous demander de ne pas faire de publicité si c'est possible, parce que c'est en fait contre le principe de l'émission. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler de ces thématiques pour le grand public. Vous avez parlé d'intelligence émotionnelle, ça c'est très important. On parle aussi d'empathie aujourd'hui au sein de l'entreprise, ça aussi c'est extrêmement important. Donc en fait, les émotions aujourd'hui ont toute leur place dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Elles ont de plus en plus de place, justement, parce que si vous parlez d'empathie, l'empathie, c'est-à-dire implicitement, implique que nous arrivions à faire preuve d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quoi déjà l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité déjà à reconnaître nos émotions et à être amené à pouvoir maîtriser nos émotions pour pouvoir enfin maîtriser nos relations avec les autres. Vous voyez? Donc les émotions, c'est vraiment la clé, parce que quand on a une pensée, on a une émotion, et après une émotion, qu'est-ce qu'il y a? On a une attitude, vous voyez? Et ce sont nos attitudes qui parlent de nous, et nous sommes aussi décryptés à travers nos attitudes, autant que nous-mêmes, nous décryptons les autres à travers les attitudes. Et ce que ça peut cacher aussi qu'on peut avoir des préjugés,
on peut mal comprendre une situation. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'arriver déjà à travailler sur soi, à identifier quelles sont nos émotions. Est-ce qu'on est plutôt en colère? Est-ce qu'on est plutôt triste? Est-ce qu'on est plutôt... c'est-à-dire on est surpris? Vous voyez? Et c'est important déjà de reconnaître quelles sont les émotions qu'on a. Pourquoi? Parce que ce travail sur soi nous permet aussi de nourrir des besoins qui se cachent derrière ces émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple quelqu'un qui éprouve la peur, c'est quelqu'un qui a un besoin de sécurité. Si déjà nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, nous arrivons à reconnaître la peur qu'on a devant une situation, devant un événement, parfois même devant une prise de poste, il y a des personnes qui ont du mal à accepter parfois une promotion et c'est-à-dire qui le prennent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette peur qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Vous voyez? Absolument. Alors que quand on arrive à travailler justement sur nos propres émotions, vous voyez, à reconnaître qu'il y a un besoin de sécurité, ça nous permet aussi, chez l'autre, chez nos collaborateurs, nos collègues, ça nous permet aussi, derrière une attitude qui détermine la peur, de pouvoir déjà reconnaître quelle est cette attitude et de pouvoir justement nourrir ce besoin de sécurité qu'a ce collègue. Vous voyez? Absolument. En fait, vous avez en parlant utilisé... que de la peur, mais bien entendu, sûr. quand on parle... Vous avez utilisé tout à l'heure une expression on va dire, qui donne cette image. Vous avez parlé de constipation émotionnelle, et c'est un petit peu de ça on a toujours eu l'impression que le monde professionnel, c'était ça. Être pro, être sérieux, être professionnel, être proprement professionnel, c'est être constipé émotionnellement. Or, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on parle d'empathie au sein de l'entreprise. Les émotions, en fait, trouvent toute leur place. Et on en a besoin. Oui, tout à fait. Elles trouvent toute leur place. Oui, absolument. Pourquoi elles trouvent toute leur place? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu en fait des dégâts au niveau de l'entreprise. Il y a eu des manques de performance. Il y a eu un manque de bien-être dans certaines entreprises. Et surtout, il y a eu aussi des conflits au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'à partir des années 80 et même avant, il y a en fait Damioso qui a découvert donc le premier qui a parlé d'intelligence émotionnelle, parce que il a fait une étude qui a démontré que quand on arrive en fait pour des personnes qui n'ont pas cette connexion émotionnelle en même temps que la prise de décision, en fait il y a eu beaucoup de dégâts. Et donc ça, c'est dans les années 80. Et par la suite, en 95, il y a eu Daniel Goleman qui est rentré beaucoup plus dans le détail, essentiellement au niveau professionnel, et qui a démontré en 95 avec son ouvrage Emotional Intelligence que justement, utiliser l'intelligence émotionnelle au sein de l'entreprise, ça permettait justement d'améliorer la communication, d'anticiper la création de conflits et de gérer des conflits, vous voyez? Et c'est pour cela que dorénavant, on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle. Et surtout, quand vous parlez, Yasmine, d'empathie, quand on fait preuve d'intelligence émotionnelle, quand on arrive déjà à reconnaître que soi-même on est en colère, que soi-même on éprouve de la peur, que soi-même on éprouve de la joie, ça nous permet aussi d'être plus sensible aux émotions que ressent l'autre. Et c'est cela, quand on arrive à se mettre à la place de l'autre pour comprendre son attitude, c'est exactement cela qu'est l'empathie. Et donc, on fait preuve d'intelligence émotionnelle. Et j'insiste aussi sur un point essentiel qu'a pu développer Daniel Goleman depuis les années 95, justement, c'est que on a toujours parlé de quotient intellectuel de QI. Alors que Daniel Goleman, au contraire, a mis en valeur une chose, c'est que le quotient émotionnel d'une personne, en fait, lui permettait, dans 80% des cas, de grimper dans l'échelon hiérarchique. Alors que quelqu'un qui a, par exemple, un quotient intellectuel élevé, vous voyez, ne pouvait grimper dans l'échelon hiérarchique que dans 20% des cas. Pour vous dire à quel point les capacités émotionnelles des collaborateurs sont vraiment essentielles pour mieux se gérer en interne, ensuite avoir la capacité non seulement de dire les choses, d'exprimer les choses, c'est-à-dire ce qu'on veut dire de manière donc constructive, vous voyez, donc d'avoir aussi une communication qui est assertive et qui nous rend service aussi à soi, vous voyez. Et ça, c'est vraiment capital. Ça permet aussi d'asseoir la possibilité d'avoir une équipe qui devient créative,
parce qu'elle est dans un environnement qui est positif. Vous voyez, ça permet de construire des relations qui sont aussi basées sur la confiance et sur, c'est-à-dire un feedback permanent. Parce que c'est-à-dire mettre en place une culture du feedback, vous voyez, ça permet à chacun de pouvoir rebondir, de travailler sur soi et en fait d'améliorer nos relations avec les autres. Mais en fait, c'est ça le vrai leadership. Tout à fait. D'ailleurs, le leader, voilà, autant un manager va dire go, autant un leader va dire let's go. Ça veut dire qu'il va vraiment instaurer ce climat de confiance avec son équipe, parce que vous savez, un manager, il a un statut, bien entendu, qui lui confère son rôle de boss au niveau de l'entreprise. Mais le leader a un statut de leader que lui-même ne se colle pas. En général, ce sont des personnes qui sont humbles, mais ce sont des personnes qui sont reconnues par l'entité en tant que leader. Pourquoi ? Parce que ces qualités de leader se basent d'abord sur le respect de l'autre, sur l'humilité, sur la confiance. Vous voyez ? Et ça, on ne peut la mettre en place que parce qu'on arrive déjà à gérer nos émotions en interne. Imaginez, c'est-à-dire un manager qui a du mal à gérer sa propre colère, qui va venir, parce que peut-être il a un souci chez lui, il va venir au sein de l'entreprise et il va commencer à ne pas pouvoir gérer son stress, à être effaré devant un objectif qui est vraiment, vraiment important. Comment lui-même va pouvoir avoir de l'influence au niveau de son équipe, comment il va pouvoir instaurer une capacité pour son équipe de pouvoir réaliser ce qu'il lui demande. Donc voilà, la gestion des émotions est vraiment la clé pour qu'on puisse vraiment avoir des ententes cordiales et surtout efficaces au niveau de la performance. Alors, en matière de gestion des émotions, et de toutes les manières, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez insisté sur ce point, Mona Sreli, vous avez dit l'empathie est très importante, l'intelligence émotionnelle aussi, mais certains managers ont peur de la notion de familiarité qui pourrait venir avec la notion d'exprimer ses émotions, son ressenti. Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'un manager qui va arriver à gérer ses émotions, je parle de colère, d'accord, ou ses émotions, par exemple, de tristesse, ça veut dire qu'il va apprendre déjà que, par exemple, s'il y a des phases de tristesse, il y a également peut-être un au revoir à faire par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et du moment que le travail n'est pas fait, il y a quand même ces émotions qui vont venir dans sa communication, venir polluer le message qu'il va passer à un collaborateur, à son propre manager à lui. Vous voyez ? Donc c'est important ce travail en interne. Mais en parallèle, ce qui est aussi intéressant quand on travaille sur soi, ça nous permet aussi d'améliorer les relations avec les autres. Et c'est aussi efficace au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Ça nous permet aussi de construire, c'est-à-dire le partage. Ça nous permet aussi d'oser utiliser la joie pour mettre en place un projet, pour croire à son projet. Et si, en fait, parce que vous savez très bien, Yasmine, déjà quand je vous dis colère ou je vous dis tristesse, déjà quand on entend ces mots, on est impacté. Vous voyez ? Donc, le travail sur nos propres émotions nous permet d'être aptes à se connecter à nos émotions, les accepter et les laisser à leur place. Et au contraire, utiliser des émotions comme la joie, c'est-à-dire l'enthousiasme, qui vont nous aider à croire en ce que nous demandons à quelqu'un, à une équipe de faire, et c'est ce qui va aussi drainer la performance, c'est ce qui va drainer l'envie d'amener les personnes à fonctionner avec vous. Vous voyez ? Et tout ce dynamisme n'est possible que parce que vous avez créé un cercle vertueux. C'est ça. Mais en même temps, en tant que manager ou en tant que leader, on le nomme comme on veut, cette personne a aussi le devoir de leader un groupe, ses collaborateurs. Et ces collaborateurs, c'est aussi des individus, des êtres humains avec des émotions, avec un vécu, avec une histoire personnelle, etc. Et donc parfois, ça peut, qu'on le veuille ou non, impacter sur l'état d'esprit. Et donc, quand ça se passe mal à la maison, eh bien, un des collaborateurs peut ramener cette énergie au boulot. Est-ce que c'est le devoir ? Mais c'est là où on parle finalement, est-ce qu'il faut être pro et dire à son collaborateur, non, écoute, tes histoires de famille, de maison, de couple, etc., tu les laisses à la maison. Quand tu viens ici, je veux que tu sois opérationnel et pro. Ou bien
cette intelligence émotionnelle et cette évolution de l'entreprise et de la place des émotions au sein de l'entreprise fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas prendre en considération le vécu du salarié aussi. Bien entendu, Yasmine, vous l'avez si bien dit, qu'il est forcément difficile de faire mieux. Mais en quelques mots, un ordinateur peut analyser des données. Il peut vous sortir une analyse très très bien faite. Un manager, en tant qu'être humain, a la responsabilité de manager, gérer, motiver. Et pour gérer et motiver les hommes, d'accord, optimiser les talents, il n'y a qu'un être humain qui arrive à le faire en utilisant justement ses capacités managériales, mais aussi ses capacités de leader qui vont lui permettre d'optimiser des compétences. Pourquoi ? Par le partage, en donnant envie à l'autre et surtout avoir la capacité avec son savoir-être et son savoir-faire d'arriver à un résultat commun. Bien entendu, quand vous avez un collaborateur, un collègue qui est mal, qui vient, c'est-à-dire un patient ou un parent autour de lui est atteint de Covid, forcément, ça nous impacte en tant qu'être humain. Vous voyez ? On va venir demander de ses nouvelles, mais ça ne veut pas dire qu'on va venir laisser à l'autre, c'est-à-dire le champ libre, et que finalement il n'y a plus de relations de travail qui sont possibles. Par contre, on peut être efficace, on peut être performant, on peut être un excellent manager, un excellent leader, mais il n'empêche que avoir des relations cordiales, je pense que c'est être humain. Et je pense que beaucoup de responsables des ressources humaines font le maximum aujourd'hui pour remettre c'est-à-dire la composante, l'humanité, au centre de l'entreprise, parce que c'est la clé de l'efficacité. On a bien pu le voir aussi, de la performance, absolument, efficacité, performance et résultats. Et on l'a très bien vu aussi avec cette pandémie. Les émotions étaient là, les émotions sont là au sein des entreprises. Les émotions étaient très très fortes en mars déjà avec l'arrivée de l'épidémie et tout ce qui en a suivi. Les gens se sont serrés les coudes et en entreprise aussi les émotions étaient présentes et elles le sont. Oui. Est-ce que cette pandémie est venue aussi changer, accélérer un peu plus et imposer encore plus nos émotions en milieu professionnel ? Bien entendu, de toutes les façons, on a bien remarqué déjà avec le télétravail, il y a eu en fait des phases d'isolement de la part des collaborateurs et il y en a certains qui l'ont vraiment, vraiment mal vécu. Mais en parallèle, ce qu'il y a eu, on a remarqué avec la pandémie qu'au contraire, il y a une solidarité qui s'est mise en place et au contraire, les collègues ont commencé à s'appeler les uns des autres, pas pour parler travail seulement, mais pour demander est-ce que le parent va mieux, est-ce que l'enfant va mieux, est-ce que le conjoint va mieux. Et donc, ça a créé une solidarité, ne serait-ce qu'en échangeant, en demandant les nouvelles des uns des autres et aussi en mettant en place justement des paniers pour assurer aussi une solidarité pour des personnes qui ont perdu leur emploi. Et donc ça s'est vu. Et c'est justement ces capacités humaines de personnes qui travaillent dans la même entreprise, unies par ce lien qui ne se voit pas, mais qui se sent, parce que nous sommes avant tout des êtres humains et c'est toute la différence. Merci infiniment, Mona Sqali, d'avoir été avec nous en direct de Rabat pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, de ce avec soir. Tout. Merci infiniment, Lalla. Très, très bonne soirée à vous. Voilà, comme quoi les émotions au boulot, eh bien, qu'on le veuille ou non, eh bien, elles se sont imposées à nous malgré tout avec cette pandémie.